On va passer donc à l'analyse de ce sujet de Géopo ESCP qui est tombé. Tu nous avais dit sur le dernier live après à Géopo ESSEC, ah, je mets une petite pièce sur l'Asie et ça tombe sur la Chine. Donc t'avais visé juste, Bah oui. hyper intéressant. Donc là, qu'est-ce que tu as pensé de ce sujet qui est à l'écran? Donc la Chine, virgule, puissance rattrapée par ses vulnérabilités. Ça reste un sujet plutôt classique. La formulation, bon, est quand même, oui, c'est un peu. Ça reste classique, je pense que c'est un sujet qui remet en question la puissance chinoise, qui est aujourd'hui enfin, la grande puissance émergente, et bah, on la remet en question. Enfin, c'est un sujet plutôt classique. Donc, non, c'est bien, c'est un sujet, je pense, où les étudiants vont pouvoir quand même bien se démarquer avec leurs exemples aussi. Peut-être sortir un peu des exemples classiques certaines fois. Bon, même si là, dans l'analyse, j'ai quand même pris des exemples classiques que tout le monde connaissait, je pense qu'on peut quand même trouver des exemples assez intéressants aussi. Ok, bah, hyper cool, on va tout de suite se plonger Mm. dedans. La Chine qui est tombée d'ailleurs l'ex-conception de Grenoble, donc ceux qui ont bossé les annales des dernières années, c'était un sujet qui était tombé il y a quelques années, il me semble que c'était 2020 ou 2021, avec une formulation qui était un peu déroutante, mais là, une formulation, je dirais, un sujet qui est un peu plus classique, qui d'ailleurs est aussi un peu dans l'actualité, Oui. assez récente. Donc là, c'était assez intéressant. Donc là, actuellement, les étudiants vont voir directement, donc là, tac, directement ici, hop, les étudiants qui vont voir à l'écran, donc là, l'analyse des documents que tu nous proposes, Emma. Donc je vais diffuser les documents pour les étudiants, pour rappel, et ensuite, donc là, je te laisse analyser les premiers documents, et ensuite, on se plonge directement dans l'analyse et une proposition de plan. Donc le document 1, il nous montre vraiment, en tout cas l'évolution. Donc là, on voit de la population chinoise ces 50 dernières années, mais aussi avec des prévisions pour les 25 années à venir. Et donc on voit vraiment cette forte progression de la population chinoise jusqu'aux années 80 à peu près, et jusqu'à en fait la politique de l'enfant unique. Et après, on a un vrai ralentissement, en tout cas, de l'évolution de la population qui vraiment baisse euh, en dessous de 2%. Et en tout cas, maintenant, on peut voir aussi que cette chute est quand même continuelle. Et en fait, on va même passer en dessous des 0% dans les années à venir. Et là, on voit qu'on passe dans une période de vieillissement avec une baisse possible de la population. Donc, on voit que la population chinoise risque de régresser ces prochaines années. C'est aussi donc une des limites qu'on va pouvoir mettre dans la dissertation, hein. C'est vraiment la limite du vieillissement chinois. Le deuxième document, lui, parle plutôt de la répartition chinoise sur le territoire. Donc le premier document, c'est la répartition en fonction des âges. Là, on a une répartition géographique. Et on voit que la Chine est massivement peuplée sur le littoral à l'est, et avec des populations quand même présentes dans le Xinjiang et au Tibet. Mais après, on voit quand même qu'il y a un très grand vide dans l'Asie centrale, dans la Chine, enfin tout ce qui est Chine centrale, quand on se rapproche de l'Asie centrale, notamment du fait des déserts et des montagnes. Et donc on voit qu'il y a quand même des déséquilibres assez importants entre les régions, et avec une concentration de richesses dans les grandes métropoles à l'est de la Chine. Et en fait, ce document soulève, comme avec le document 3, c'est vraiment un risque de fragilité de la Chine du fait de sa fragmentation. Tout son territoire est assez fragmenté. Et donc, c'est vraiment ça qui est soulevé avec le document 3 aussi, qui explique le modèle des trois Chines de Thierry Songean, selon des critères de PIB et d'IDE. Et donc, c'est plutôt bien développé dans l'Atlas de la Chine, ces critères-là, et ce qui montre un vrai déséquilibre entre les régions. Si on passe sur le document 4, c'est beaucoup plus une conception de la puissance géopolitique de la Chine qui est mise en avant avec la stratégie du collier de perles, de la langue en 9 traits, de la ligne en 9 traits, pardon. Et donc là, c'est plutôt cette stratégie des nouvelles routes de la soie, du collier de perles, donc la volonté de la Chine de s'imposer dans la mer méridionale de Chine, mais aussi dans toute cette région d'Asie du Sud-Est. Et document 5, là, on voit l'évolution du PIB. Donc, après cette super croissance des années 2000, on rentre dans un cycle de croissance beaucoup plus commun aux pays industrialisés, autour de 2%, enfin qui va baisser même jusqu'à 2% en 2020, mais qui est dû au Covid. Et là, on repasse sur des horizons autour de 5%. Mais on voit quand même que le PIB chinois a une progression qui baisse d'année en année, même si c'est toujours en croissance, hein, ça faut quand même le notifier, on reste toujours dans une croissance, mais qui s'affaiblit. Et donc dans le document 5, là, on a un document sur l'environnement
les politiques environnementales de la Chine avec le concept des villes durables. Ça nous, ça nous montre la prise de conscience de la Chine des enjeux environnementaux et avec ce concept de ville durable. Après ça, c'est vraiment des connaissances que je pense que peu, que peu de personnes avaient. Donc ça, c'est vraiment des connaissances que le sujet nous apporte. Et le dernier document, c'est la répartition de la production de puces électroniques. Et là, on voit cette domination de Taïwan, des États-Unis, avec même un recul de la Chine dans les années à venir dans la production, qui est notamment dû aux sanctions américaines à l'égard de la Chine. Donc là aussi un sujet qui est un petit peu plus dans l'actualité, étant donné qu'on voit Oui. que tous les compteurs, grosso modo, sont beaucoup plus au rouge sur ces dernières années. Donc là, c'était aussi intéressant de le relever de cette manière-là. Donc là, l'analyse des documents qui est présente sur le site de Mister Prépa, que je vous invite à aller consulter également. On va vous le mettre directement, donc hop, tac, en description, et on va vous permettre d'avoir une meilleure grille de lecture sur tous ces éléments-là. Hop, je suis en train de remettre l'écran d'une bonne manière pour que ce soit plus agréable pour vous tous. Hop, là normalement ça va être nickel. On va donc tout de suite passer à ta proposition de plan, et avant ça je dirais la définition des principaux termes du sujet ici, Emma. Oui, bon, j'ai donné. Bon, on peut définir la Chine. Enfin, moi, je l'ai mis. Enfin, assez classiquement. Je l'ai décrit par sa population, le fait que c'est la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Et après, j'ai directement parlé quand même du modèle de croissance chinoise, du modèle de la croissance de la Chine, parce que c'est un modèle donc une croissance qui s'est accélérée avec les réformes de Deng Xiaoping en 1978, et qui a permis l'ouverture du pays économiquement en tout cas et l'intégration au commerce mondial. Donc je suis plutôt partie là-dessus directement cet aspect assez historique en tout cas du modèle de croissance de la Chine, et en montrant qu'aujourd'hui, en tout cas, la puissance de la Chine, elle s'établit dans beaucoup plus de domaines, donc l'économie, la défense, la politique, mais aussi tout ce qui est technologique. Derrière, je suis partie quand même sur une définition de la puissance plutôt classique. Enfin, j'ai mis une définition classique, donc la puissance qui est la capacité d'un État à exercer une influence sur d'autres acteurs, donc États, entreprises, institutions internationales, dans divers domaines, donc ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Mais j'ai aussi quand même rappelé plusieurs concepts ou d'autres définitions de la puissance que les candidats peuvent utiliser dans leur dissertation. Donc tout ce qui est soft power et hard power de Joseph Nye, qui peut être intéressant à utiliser au fur et à mesure de la dissertation pour parler d'influence, notamment avec le soft power. Et aussi la définition de Serge Sur, donc, qui définit la puissance comme la capacité de faire, d'empêcher de faire et de refuser de faire, qui est réellement en fait maintenant cette définition de la puissance à l'heure actuelle, qui montre que les pays arrivent à défendre leurs intérêts face à d'autres États. Donc là, c'est plutôt une définition plutôt de la puissance d'un État. Et donc, j'ai quand même aussi rappelé que la Chine, elle a une influence à l'échelle régionale, mais surtout à l'échelle mondiale maintenant. Si certains connaissent, enfin, c'est comment ça s'appelle, le livre de Sébastien Collin, La Chine, puissance mondiale. Ça pouvait être intéressant de le mettre dès l'introduction pour montrer qu'on considère aujourd'hui la Chine comme une puissance établie et qui est pas, ça, c'est pas à remettre en question. La Chine, c'est une puissance établie, malgré qu'elle ait des vulnérabilités, comme le montre le sujet. Et donc, ce terme rattraper, ça montre vraiment ses limites, voire le risque d'essoufflement de la puissance chinoise dans les années à venir. On a un étudiant, Emma, qui nous Mm. pose la question. Une étudiante, pardon, j'ai lu Émile, c'est Oui. Émilie sur Insta que je viens de voir, qui nous demande la perspective historique qu'on doit inclure, c'est-à-dire qu'à partir de quand ici on doit commencer à mettre en exergue la Chine. Est-ce que c'est uniquement à partir des 30 glorieuses? C'est avant les 30 glorieuses? Comment ici on arrive à cadrer le sujet d'un point de vue historique et temporel? Euh, En fait, ici, on va pas. Je pense qu'on peut partir directement de 1978, c'est-à-dire des réformes de Deng Xiaoping, parce qu'avant, la Chine, elle n'est pas intégrée au commerce mondial et c'est pas considéré comme un acteur de l'économie mondiale. C'est pas Même si elle est, par exemple, impliquée dans des conflits militaires comme au Vietnam, en Indochine, c'est pas considéré comme une vraie puissance établie. Et donc, là, le sujet il remet en question le fait que la Chine est une puissance. Et donc, je pense que c'est en partant des réformes de Deng Xiaoping et donc l'établissement de la Chine comme une vraie puissance à la fois économique, militaire et politique, je pense qu'on peut partir de cette période-là, donc plutôt la fin des Trente Glorieuses
et l'établissement de son modèle économique qui va vraiment fonder sa puissance. Après, il faut quand même rappeler que ce sujet, c'est pas trop un sujet historique. Donc c'est vrai que c'est bien de cadrer dès l'introduction et de rappeler peut-être dans la première partie peut-être le modèle de la Chine ou dans l'introduction, mais en tout cas, ce ne sera pas un plan historique, enfin un plan en tout cas chronologique, parce que c'est pas le sujet ne s'y prête pas forcément. En tout cas, moi je pense que c'est pas le sujet qui s'y prête le mieux. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions, mais. Très clair pour le moment, non. Mm. On est bon. Donc ensuite, donc là, on le voit à l'écran, définition de vulnérabilité. Justement, bah là, tu le vois, enfin on le voit, hein, tu l'avais bien mentionné dans ton analyse ici, que c'est vraiment un contexte à partir de la fin des années 70, du début des années 80. Et ça nous amène à la problématique suivante que tu as posée. Comment la Chine, en tant que puissance mondiale majeure, voit-elle son essor menacé par des vulnérabilités internes, mais aussi des défis externes? Donc là, très bonne problématique qui est vraiment hyper large et qui met en exergue aussi les documents. On voit qu'il y a une complexité de la Chine, hein, que ce soit tant sur son territoire, mais aussi par rapport au commerce mondial. Et ici, donc là, tu attaques ce sujet avec la Chine, une puissance en rapide développement. Est-ce que tu peux développer cette première partie que tu nous as proposée? Ouais. Donc là, dans la première partie, je vais vraiment aller dans le sens que la Chine, ça reste quand même une puissance établie, qui a eu un rapide développement. Donc là, je remets quand même une perspective un peu historique dans la première partie, où je parle que le PIB il a quand même été multiplié par 40 depuis les années 80, qu'aujourd'hui, ça reste la deuxième puissance économique mondiale avec un PIB au-dessus de près de 18 000 milliards de dollars. Et c'est vraiment l'entrée à l'OMC en 2001 qui a vraiment fait exploser le PIB chinois, qui a permis d'intensifier ses exportations, de développer vraiment son modèle en tant que pays producteur. Et donc, la Chine a vraiment effectué ce rattrapage économique de manière extrêmement rapide. En moins de 30 ans, elle a rattrapé près de 2 siècles, en tout cas, de développement économique de l'Europe ou des États-Unis. Donc, c'est très rapide. Et donc là, c'est vraiment Kenneth Pomerantz dans son livre La Grande Divergence, la Chine, l'Europe et la construction de l'économie mondiale, qui montre vraiment ce modèle très rapide qu'a eu la Chine pour se développer comparé aux puissances industrielles historiques. Dans la deuxième partie, je montre que la Chine, elle s'est aussi aujourd'hui établie et intégrée dans la mondialisation grâce à des géants mondiaux, et c'est aussi grâce à eux qu'elle va établir sa puissance et avoir de l'influence, car c'est aussi des outils qu'elle a pour, par exemple, si on prend le cas de Huawei ou Alibaba, c'est des outils qu'elle a pour vraiment influencer le monde, et c'est des entreprises qui s'exportent énormément à l'international. Si on prend le cas d'Alibaba avec son entrée en bourse, qui a vraiment été l'une des entrées en bourse records de ces 15 dernières années, on voit que la Chine, grâce à ses leaders mondiaux, elle a pu en tout cas vraiment s'imposer sur l'échelle, dans l'économie mondiale, pardon. Après, je parle aussi du plan Made in China 2025, qui est vraiment la perspective qu'a eu Xi Jinping de faire de la Chine vraiment cet atelier du monde pour pouvoir vraiment inonder le monde de produits chinois et donc avoir vraiment une réelle, créer une dépendance en tout cas par exemple des pays européens envers la Chine. Et là, on pouvait prendre le cas du secteur du médicament. C'est un très bon exemple qu'on a pu voir lors du Covid. La Chine, en tout cas, tout ce qui est du médical, elle a vraiment créé cette dépendance avec d'autres pays. Et ce qui a fait qu'elle a cette influence et cette puissance à l'égard d'autres pays. Sinon, j'ai aussi parlé aujourd'hui avec les nouvelles technologies, tout ce qui est haute technologie, donc 5G, panneaux solaires, IA. Donc ça, c'était plutôt mon exemple que j'ai pris. Aujourd'hui, la Chine, c'est vraiment le concurrent des États-Unis sur tous ces secteurs-là, mais elle a une hégémonie, par exemple, complète sur le secteur des panneaux solaires. C'est le producteur mondial, l'unique producteur mondial. Donc, ça peut montrer la puissance aujourd'hui de la Chine. Il y a aussi l'exemple sur le domaine spatial, s'il y en a qui voulaient le développer, c'est un bon exemple aussi. Aujourd'hui, la Chine, c'est la nouvelle puissance spatiale du fait du retrait des États-Unis notamment. Après, je parle notamment, la Chine, elle établit sa puissance aussi de manière politique, géopolitique, avec ses ambitions et c'est notamment avec les nouvelles routes de la soie qui ont été développées par Xi Jinping en 2013. C'est vraiment cette vision que la Chine doit être au cœur du commerce mondial, développe de nouvelles routes, de nouvelles infrastructures. Et donc, c'est avec ses investissements dans de nombreux pays, que ce soit en Asie du Sud-Est ou encore en Asie centrale et même en Afrique, qu'elle va vraiment développer ces pays-là, avoir de l'influence sur ceux-ci.
sur tous ces pays qui aujourd'hui vraiment défendent la Chine à l'ONU, notamment tout ce qui est résolution, la soutiennent dans les votes. On peut aussi parler du développement de bases militaires en dehors du territoire chinois, notamment avec Djibouti en 2014, qui est la première base à l'étranger. Et donc ça, c'est la stratégie du collier de perles. Là, j'ai mis deux références, donc François Gipoulou qui parle plutôt de la Méditerranée asiatique, donc ce qui est la mer de Chine méridionale, pour vraiment développer tout ce qui est collier de perles, ligne en œuf trait. Je sais pas s'il y a des questions, sinon je vais passer à la deuxième partie après. Non, non, on peut Ouais. enchaîner sur cette deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, c'est vraiment là où je vais quand même remettre en question le modèle chinois. Et contrairement à ce qu'on peut peut-être penser certaines fois, c'est pas vraiment des vulnérabilités conjoncturelles comme on pourrait le penser avec par exemple la crise diplomatique qu'on a avec les États-Unis, les droits de douane ou alors les sanctions par exemple américaines pour empêcher les puces électroniques. Aujourd'hui, la Chine, elle a vraiment des vulnérabilités qui sont structurelles. C'est vraiment lié à son modèle, lié à sa population. Et premièrement, c'est le ralentissement économique qui est dû notamment à une consommation intérieure quand même plus élevée et donc euh, moins d'exportation, mais aussi du fait que, à la suite quand même de nombreuses contestations sociales de la part des ouvriers dans les usines, à la suite de grèves, il y a quand même eu une très forte amélioration des conditions salariales qui fait qu'il y a eu une augmentation des coûts de production et donc qui a vraiment engendré un ralentissement de la croissance sur le niveau de l'industrie, mais qui a aussi engendré de nombreuses délocalisations en Asie du Sud-Est et donc la Chine a quand même perdu pas mal d'entreprises industrielles étrangères. On peut prendre l'exemple quand même de plusieurs entreprises, que ce soit dans le domaine du textile ou même dans le domaine de l'informatique. Beaucoup maintenant vont en Inde. Donc c'est notamment ces domaines-là qui vraiment délocalisent maintenant en Asie du Sud-Est pour rechercher vraiment une main-d'œuvre beaucoup moins chère. Parce que la Chine, ça augmente vraiment les coûts de main-d'œuvre. Et sinon, on peut quand même parler quand même de l'impact de la crise du Covid qui vraiment se fait quand même ressentir dans le temps. Mais on a aussi, voilà, j'ai quand même mis quand même un exemple aussi conjoncturel qui sont les crises immobilières, les crises économiques qui ont quand même des impacts. Et donc, la crise immobilière d'Evergrande en 2024 qui a quand même mis l'économie chinoise dans une mauvaise posture parce qu'il y a quand même eu des dettes d'environ 300 milliards accumulées par l'entreprise auprès de l'État, souligne à la fois souligne aussi, on va dire, une vulnérabilité structurelle de la Chine, qui est que c'est l'État qui finance presque intégralement l'immobilier, les nouvelles constructions, et ce qui engendre vraiment beaucoup de problèmes pour le gouvernement chinois aujourd'hui, face à de nombreuses faillites de promoteurs. Après, une vraie limite aujourd'hui du modèle chinois, donc c'est les défis démographiques, donc ce qu'on a vu dans les documents, donc le vieillissement dans une première partie, et dans une deuxième partie, c'est le déséquilibre, déséquilibre en tout cas entre les régions, du fait d'une surpopulation du littoral. Et donc je parle notamment des conditions de vie des Mingong, qui sont les ouvriers qui partent de la campagne pour venir travailler en ville. Et donc là, il y a plusieurs films qui en parlent et qui montrent que c'est vraiment une limite du fait il y a beaucoup trop d'ouvriers maintenant en ville qui vivent dans des conditions déplorables et qui est aussi donc une limite du développement, mais vraiment ici du développement plutôt humain, enfin tout ce qui est IDH en Chine. Et enfin, du coup, ta dernière partie, Mm. je te laisse boire les maths à pro, les maths TD, c'était facile, c'était de l'eau, pas comme HEC. On va y revenir juste Ouais. après. Un étudiant qui nous a dit easy la carto pour ce sujet, ok, intéressant. Euh, et après, donc là, non, ah, très bien la référence. Ici, moi j'ai placé ce document-là aussi. Ok, non, top. On n'a pas de questions spécifiques. Je suis Ouais. en train de checker sur Insta. Je vais aller regarder, mais on est bon là-dessus. Et ensuite, donc là, des tensions sociales et régionales qui sont croissantes avec la fragmentation du territoire. Ici, il y a un document, justement le document 3 qui l'évoque très bien. Je te laisse finir sur Mm. cette partie-là. Oui, donc le document 3 il souligne vraiment le modèle des trois Chines de Thierry Sanjuan, qui souligne vraiment qu'il y a un vrai déséquilibre entre les trois grandes parties de la Chine, soit l'Est, le centre et l'Ouest, notamment en termes économiques, avec une très grande hégémonie de l'Est en termes d'IDE, ça c'est une captation de tous les investissements extérieurs qui est absolument énorme,
mais aussi en termes de PIB. Enfin, c'est l'Est qui produit presque 90% de la richesse de la Chine, donc ce qui est enfin, quand même assez important. Mais ça crée quand même des tensions sociales assez importantes. Et on peut notamment enfin, penser au Xinjiang avec la condition des Ouïghours. Et donc, il y a quand même beaucoup de tensions dans les régions autonomes, que ce soit le Xinjiang, le Tibet, même à Hong Kong aujourd'hui. C'est quand même des régions qui suscitent beaucoup qui montrent la fragmentation quand même du territoire. Et c'est vraiment le premier, pour moi, la première menace la première menace à laquelle la Chine fait face, parce que quand il y a une fragmentation de son territoire, enfin, ça implique de mettre en œuvre beaucoup de politiques intérieures, ça nécessite aussi beaucoup d'investissements. Et la Chine aujourd'hui, elle est aussi quand même assez investie à l'extérieur. Et donc, c'est quand même la condition des Ouïghours montre quand même qu'il y a une grande déstabilisation de la Chine à ce niveau-là, qui entraîne aussi une déstabilisation géopolitique et une remise en question de son modèle à l'international, enfin, notamment dans les pays occidentaux. Et donc, on peut même le voir avec Hong Kong. Enfin, ces dernières années, il y a quand même beaucoup de manifestations étudiantes qui ont montré que le modèle chinois, en tout cas, vraiment ce modèle un petit peu, enfin, quand même de dictature, de parti unique, est quand même remis en question face au manque de démocratie dans les régions autonomes. Et donc ça, c'est vraiment ici ce qu'on peut parler dans cette troisième sous-partie, c'est montrer vraiment ce risque de fragmentation qui peut vraiment mettre à mal la Chine du fait qu'elle est remise en cause par d'autres États à l'international. Et vraiment, Sylvie Lasserre, je pense que son titre est assez parlant là-dessus, parce que elle parle vraiment, le Xinjiang, c'est un enfer en fait pour les populations ouïghours. Et donc, ce qui montre quand même que c'est quand même assez dénoncé, la condition, la condition en tout cas des populations plutôt autochtones, enfin, on va dire autochtones, mais des populations originaires, euh, par exemple au Xinjiang ou même au Tibet, ça c'est quand même assez, c'est quand même souvent la même chose. Ok. Et donc là, Non, on a Luther. Luther, dis-nous le plan que tu as mis. Je vois qu'il y en a qui attendent les maths applis. Alors, encore une fois, patience, hein, on y arrive là. Je vois pas Olivier, mais je pense qu'il doit être derrière en train de bouillonner. Là, il est chaud patate. On va arriver juste après. Les maths pro, c'était les plus faciles, bien plus faciles qu'écrit comme. Et on a Luther qui nous dit je n'ai pas fait un plan similaire. Encore une fois, pas de stress, hein. Ici, c'est une pas grave. suggestion de plan. Il y a plusieurs plans possibles. L'idée ici, c'est Oui. surtout de vous donner des idées potentielles à mettre en exergue. Et ici, on va attaquer donc sur cette dernière et ultime partie, une puissance contrainte de s'adapter pour ne pas décliner. On le voit notamment dans les documents. Moi, j'ai fait ESH, donc je n'ai pas les connaissances de Géopo, mais voilà, la courbe était en décroissance, voire était négative. L'enjeu ici, et là, c'est hyper intéressant de les mettre sur cette dernière partie. L'enjeu ici, c'est de ne pas décliner, de savoir s'adapter au contexte actuel. Hyper intéressant. Donc ici, je te laisse dérouler sur cette dernière partie, Emma. Donc la première sous-partie, c'est vraiment pour montrer qu'il y a quand même une mutation du modèle chinois aujourd'hui, qui n'est plus du tout uniquement destiné aux exportations, mais qui est vraiment de plus en plus tourné vers la consommation intérieure. Enfin, pas oublier que la Chine, c'est quand même 1,4 milliard de consommateurs, donc qui est aussi un marché extrêmement providentiel pour l'économie chinoise. Aujourd'hui, le gouvernement est vraiment tourné vers le modèle, les Chinois doivent consommer chinois. Et donc, c'est ce modèle, donc la politique de double circulation, où la Chine tente de relancer son économie en développant l'économie intérieure, la consommation, pour réduire sa dépendance aux exportations et donc aux autres pays. Mais il y a quand même certaines limites, comme on peut voir avec le document 7, les semi-conducteurs, les puces électroniques, les sanctions américaines font que la Chine, par contre, devient dépendante aux importations. Elle était déjà dépendante aux importations de ressources et de matières premières, et là, elle va aussi devenir dépendante en importation pour certaines technologies. Donc ça, c'est quand même un piège et une limite quand même qu'elle va vraiment peut-être devenir aussi, comme les puissances européennes, très dépendantes aux importations. Et donc ça, si vous voulez une référence pour les puces électroniques, c'est même la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est vraiment Graham Allison qui montre que c'est quand même un piège de Thucydide pour ces deux pays, cette guerre commerciale. Après, ma deuxième sous-partie, je montre que la Chine, elle peut aussi profiter, on va dire, d'une transition de son modèle économique grâce au changement climatique. Elle va pouvoir quand même ça va permettre vraiment une transition de son économie avec des investissements massifs dans les énergies renouvelables,
La Chine, c'est le premier producteur mondial de panneaux solaires, mais aussi elle est très implantée dans l'éolien. Comme ces entreprises sont les premières mondiales, et elle se positionne donc aussi sur le marché du développement durable, ce qui peut être souligné par le document 6, ce concept des villes durables. Et donc la Chine va aussi donner la priorité à l'innovation plutôt qu'à la croissance brute. Donc c'est vraiment une transition de son modèle. Et donc elle va aussi beaucoup plus investir, par exemple, dans le domaine spatial, militaire et donc dans la recherche, sans volonté d'exporter ces technologies. Et même au contraire, elle va vouloir créer des brevets et vraiment beaucoup plus créer de la valeur plutôt que créer de la richesse. C'est un peu une différence. Et donc là, on peut prendre l'exemple du domaine spatial que j'avais évoqué plus tôt, où aujourd'hui, c'est la Chine qui va vraiment être la première à innover. Elle va mettre en place une nouvelle station spatiale internationale. Cette semaine, elle a fait décoller par exemple une fusée avec plusieurs astronautes pour partir sur cette base, sur cette station internationale. Donc c'est ce qui montre vraiment que la Chine aujourd'hui, elle change de modèle et vraiment cette transition. Mais il y a quand même des incertitudes persistantes que je montre dans cette troisième sous-partie, qui est notamment liée à la méfiance internationale. On peut voir les restrictions avec TikTok ou la 5G de Huawei, même Huawei qui est quand même aujourd'hui banni aux États-Unis, ce qui montre que les pays internationaux sont quand même méfiants du fait de l'espionnage ou de la collecte de données. Et donc il y a quand même beaucoup de restrictions dans les pays occidentaux, notamment. Et aussi la Chine est quand même assez décriée du fait de ces alliances comme l'Organisation de coopération de Shanghai avec la Russie ou l'Iran, qui sont des pays très contestés à l'international, notamment du fait des conflits qui sont en cours pour la Russie, ou alors du fait de l'innovation nucléaire pour le cas de l'Iran. Et donc on voit que les alliances de la Chine font qu'elle est contestée par les pays occidentaux, mais c'est pas du tout le cas par les pays, par exemple, du Sud global, qui soutiennent la Chine, notamment grâce à la BAII, qui est donc cette banque d'investissement qui a permis de construire de nombreuses infrastructures en Asie et qui est complétée en Afrique par la Chine, par beaucoup d'investissements aussi ces dernières années. Et donc là, on peut voir, à travers la dissertation, qu'il y a quand même... Mais la Chine reste une puissance établie, elle a quand même des vulnérabilités qui sont liées à son modèle, et donc c'est vraiment structurel. Et en fait, c'est vraiment en réformant son modèle qu'elle va pouvoir, en tout cas, c'est en réformant le modèle pour s'adapter aujourd'hui, pour pouvoir en tout cas continuer d'exister et éviter de décliner. Et donc l'ouverture, moi j'ai mis, c'est vraiment cette capacité de la Chine, en tout cas, à se réformer aujourd'hui sans instabilité politique, soit pour être une superpuissance, un peu superpuissance, ou puissance assez complète, en tout cas, qui va être durable, ou alors, au contraire, elle va être vraiment une puissance inachevée et perdre, en tout cas, certains aspects de sa puissance. Alors là, on a quoi comme question? Mm. Avnok, ah ben non, rien à voir. Avnok qui nous dit ceux qui ont fait AGG, est-ce que vous avez des échos d'un leak avant? Je viens de voir ça passer sur le Discord de Major Prépa. Ok, bah alors pas d'infos, nous de notre côté, en tout cas des retours moi perso que j'ai eu, je vais demander après à l'équipe Avnoc, va aussi voir sur le Discord de Mister si tu as des échos similaires ou alors nos confrères de Major doivent aussi peut-être être en live, n'hésite pas directement à demander si ils ont des infos de leur côté. Aucun écho de cela dans ma salle, nous dit Bart. Khalil nous dit parfait, merci beaucoup. Super analyse. Ok, bah on est bon là-dessus. Pour conclure, le temps Mm. qu'Olivier arrive avec nous. Emma, toi, de ces différents sujets qui sont tombés cette année à Ecricom, à la BCE, quelle conclusion, je dirais, t'en retires et qu'est-ce que tu trouves de bien en comparaison Mm. notamment à ton édition de l'année dernière? Je trouve qu'on reste quand même dans des sujets assez d'actualité cette année. Je trouve que ce soit la Chine, ou même enfin, ce qu'on a eu avec RICOM, avec, comment ça s'appelle, l'Europe de la défense, on va sur ces sujets aussi contemporains, qui sont plutôt d'actualité, donc c'est assez sympa. Même si l'année dernière, on avait quand même eu un sujet sur le changement climatique, donc qui est aussi vraiment d'actualité. Mais là, on est plutôt vraiment sur l'actualité et aussi du programme de première année qu'on a pu avoir avec RICOM ou à l'ESSEC, c'est plutôt des sujets de première année. Donc c'est aussi plutôt intéressant, mais je pense que c'est bien d'avoir fait un sujet aussi régional cette année, ce qui manquait l'année dernière, euh, à l'ESSEC et à l'ESCP. Donc, non, je suis bien. Moi, j'ai plutôt bien aimé cette année les sujets, donc c'était sympa.
Ok, non, mais c'est hyper cool. Bah, merci infiniment, Emma, d'avoir Ouais. été avec nous pour ces différents lives. C'était top. L'analyse d'Emma, pardon, de Géopo directement retrouvée sur le site de Mister Prépa dans la rubrique Instant Concours. Emma également qui est avec nous pour des lives révision sur le Discord assez régulièrement. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. En vue des euros pour les premières années qui nous regardent pour se Mm. préparer également, c'est gratuit, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Emma.